Ernst, bonjour, merci d'être venu jusqu'à Coopélie pour nous présenter ton livre. Avant que tu nous présentes l'ouvrage, en fait, j'aurais aimé que tu me parles un peu de ton métier. Tu es ingénieur forestier. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ingénieur forestier, c'est un métier très multifacette, pourrait-on dire. Et être ingénieur forestier en Europe a déjà une signification particulière par rapport à l'être en Amérique ou ailleurs, ou en Nouvelle-Zélande, et en Suisse en particulier, dans le sud de l'Allemagne. C'est apprendre à gérer la forêt, mais selon une philosophie tout à fait particulière, c'est en fonction des lois de la forêt. Donc une grande partie de l'enseignement et de la formation, c'est apprendre à connaître les lois de la forêt, comprendre les lois de la forêt et appliquer les lois de la forêt pour gérer la forêt. C'est donc une foresterie qui est très enrichissante parce qu'elle nous amène à collaborer avec la nature plutôt que lui dicter notre vision du monde et une vision simplifiante qui fera des plantations à la place d'une forêt mixte. Alors qu'une forêt mixte est beaucoup plus saine et amène des produits de plus haute valeur. Pourquoi particulièrement en Allemagne ou en Suisse? La foresterie proche de la nature s'est développée sur le principe du développement durable. C'est clair, dans les tropiques, on a depuis très longtemps su comment travailler en forêt, les jardins forêts ou les forest gardens des régions tropicales ont pratiqué ça en Amazonie, en Indonésie, en Malaisie. Mais en Europe, on a, avec le développement de la réflexion par rapport à la nature, on a formulé un concept du développement durable qui a vraiment démarré avec Karl von Carlowitz, c'était un Allemand, qui a compris que la forêt est un organisme qu'il faut étudier, savoir quelles sont les limites de sa croissance et comment gérer la forêt. Et toute cette réflexion a démarré à partir de ce moment-là. Et là, on s'est rendu compte que la gestion durable doit tenir compte de l'ensemble du système forestier et ne pas exploiter plus que ce que la forêt peut de manière équilibrée et sur le long terme produire. Et toute sa diversité reste une composante. Alors, au départ, la gestion durable, on l'a faite sur les principes d'une forêt simplifiée, plantée et tout ça, ça marche déjà. Mais maintenant, on a continué d'élaborer ce concept et maintenant on parle d'une foresterie proche de la nature, gérée durablement, où on a la diversité en plus, simplement de la quantité qui est prise en compte. Et ça, c'est en Allemagne, en Autriche, en Suisse, mais aussi en France, en Alsace. Il y a des régions françaises où on pratique cette foresterie. Il y a des associations forestières qui communiquent, qui échangent sur ces contenus. Et finalement, la forêt gérée durablement peut devenir, c'est une notion très mûre, très affinée, peut devenir un modèle pour l'agriculture. Et l'interface entre l'agriculture et la forêt est en train de prendre forme sous forme d'agroforesterie. Ouais, c'est ce qui ressort pas mal de ce que j'ai pu lire de ton livre. Et en fait, tu considères la forêt un peu comme une ruche. Ça veut dire que tu ne considères pas des individus, mais un organisme global. C'est comme ça que tu vois les choses, c'est ça? Voilà, c'est une très bonne comparaison. On peut à la fois considérer la forêt comme une ruche, c'est-à-dire la colonie de l'insecte abeille, avec toute sa structure hiérarchique, structure sociale, répartition des tâches. On se rend compte qu'une ruche fonctionne comme un tout, comme un organisme, et les abeilles sont comme les cellules qui font fonctionner cet organisme, chacune sachant exactement ce qu'elle a à faire. Et vu ainsi, la forêt devient très intéressante, parce qu'on se rend compte que chaque essence arborescente, chaque type d'arbre, a une certaine fonction dans cet organisme forestier. Donc finalement, une fois qu'on le comprend ainsi, on n'a plus simplement le concept de concurrence entre les arbres. Une plantation, tous les arbres sont côte à côte, du même âge, la même espèce.
sont en train de développer le même système racinaire. Ils sont en concurrence de manière visible, mais souterrainement, ils sont en concurrence aussi. C'est une situation artificielle créée par l'homme de concurrence à l'état pur. Alors qu'une forêt naturelle, dont on laisse se développer les diversités, la multiplicité des essences, on se rend compte que chaque essence se met en place aussi en principe du partenariat et de la complémentarité. Et il y a des essences qui ont besoin de plus de lumière, qui apparaîtront lorsqu'une forêt se met en place, après peut-être un glissement de terrain, ou bien un volcan qui aura fait une éruption, ou bien après une tornade. Et progressivement, on aura des essences, pas des mêmes, mais des essences de demi-lumière, de demi-ombre et des essences d'ombre. C'est donc une manière de connaître les besoins des essences et presque parler d'éthologie des essences, très précise, qui permet de savoir à quel moment elle est vraiment dans son optimum. Mais ainsi, ça nous permet de constituer des forêts, de gérer les forêts en fonction des besoins des essences. Et sans ce savoir, on peut très facilement le mettre en place aussi dans des systèmes agroforestiers. Donc la ruche, c'est une très bonne image qui permet de comprendre l'arbre comme élément composant la forêt. Mais ce qui est différent entre un arbre et une abeille, simplement, c'est que l'arbre lui-même est déjà une unité tellement énorme, tellement complète, que lui-même constitue déjà une forêt à l'état unitaire, à l'état élémentaire. Si vous laissez un arbre se développer, si ces conditions de lumière le permettent, à un endroit donné, elle est très isolée, il va tendre à faire une forêt, il va faire une couronne qui va complètement le protéger, et vous aurez une demi-sphère faite par la couronne, portée par le tronc, et en dessous, vous aurez une demi-sphère constituée par la racine. Cet arbre lui-même, c'est déjà un début de forêt. Et 2 arbres, c'est déjà un peu plus. Une forêt 100 arbres, ça sera aussi encore plus une forêt. Ça se différencie ensuite lorsque c'est des essences différentes. Donc cette unité fondamentale de l'arbre a un aspect double en fait. C'est sûr que les passages du livre que j'ai lus sur le système racinaire, c'est assez fabuleux. Pourtant, je suis assez familier avec ce milieu, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la puissance d'un système racinaire quand on voit des racines pivots qui descendent à 150 mètres ou jusqu'à la roche-mère. Et tout ce système racinaire qu'il y a dessous, c'est vraiment fabuleux. Et j'ai même lu à un moment dans ton livre que donc il y avait une synergie, une communication avec le système racinaire qui pouvait aller jusqu'à des communications interespèces. C'est ce que tu expliques. Ça, c'est très intéressant. On peut parfois trouver, dans des forêts gérées, on peut trouver des souches qui sont restées d'un arbre abattu, des souches bien coupées, et à côté, un arbre de la même espèce. Et on se rend compte, sur ces souches, vous avez un bourrelet de recouvrement sur le bord de la souche, et avec les années, ça pourra même se refermer complètement, et cette souche est en train de cicatriser. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment cette souche continue de vivre de cette manière-là? On pourrait se dire, bon, on a abattu l'arbre, tout le système racinaire emmagasine les substances de réserve, les sucres et tout ça qui sont envoyés dans la couronne au printemps. Ça peut fonctionner pour une année ou deux. Mais après 15 ans, la souche continue de cicatriser, de se fermer et de se maintenir. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est que cette souche est en communication, disons, les racines de cette souche sont en communication avec celles de l'arbre voisin de la même espèce. Elles ont des points de suture, parce que la racine, c'est une forme d'ancrage. Et vous avez dans la forêt, en fait, des racines qui se frottent les unes contre les autres. C'est corde contre corde. Et là, c'est du système vivant, c'est du cambium, mais brusquement, ça se soude. Et ces racines commencent à fonctionner ensemble. Et ce système n'est pas simplement un défaut de fonctionnement. Ce contact invisible de racine à racine, ce soudage, cette soudure entre racines, permet ensuite à l'arbre qui est encore debout d'avoir un voisin qui l'entretient par ces systèmes, ces substances de réserve. Mais ce voisin est un système d'alimentation en eau qui sert maintenant à l'arbre, au nouveau voisin qui est seul à avoir besoin de toute cette eau. Donc vous avez un système multiracinaire pour un seul individu qui en profite de manière tout à fait visible.
Ah, c'est carrément Ça, c'est incroyable. une forme de communication où chacun y gagne. Alors ça, c'est entre arbres de la même espèce. Et maintenant, vous avez, autour de chaque racine, vous avez les fameuses mycorhizes, disons le partenariat entre la racine et des champignons qui ont une possibilité de prospecter le sol qui est un multiple de ce que font les racines elles-mêmes. C'est 100 fois plus ou même plus que le mycélium peut explorer le sol, capter les sels minéraux, les substances, attaquer la roche-mère, déliter les grains rocheux. Et ces mycéliums alimentent l'arbre. Donc maintenant, entre même des arbres d'essence différentes, vous avez parfois le même champignon qui leur sert de champignon mycorhizien. Et ce champignon, il fait son mycélium de manière autonome, va alimenter un pin sylvestre et va en même temps alimenter un bouleau. Par exemple, je crois que l'amanite, c'est un champignon qui peut être sur les deux essences. L'amanite tumouche, un champignon fabuleux. Et là, brusquement, on a deux essences différentes qui communiquent par un intermédiaire champignon. Et ça, c'est intéressant parce que ces champignons, on peut maintenant mener la réflexion plus loin, ça concerne naturellement l'alimentation en eau. Les arbres vont très profondément pour capter dans la nappe phréatique, dans les sources, et vont amener l'eau en surface, mais parfois, ils alimentent simplement leur propre système racinaire de surface. Vous avez le captage d'eau en profondeur, et ce système racinaire doit vivre dans toute son ampleur, et les racines de surface sont beaucoup plus intensivement mycorhizées, et là-bas vous avez l'absorption d'azote par les champignons. Donc on a, avec ce champignon qui s'associe à l'arbre, probablement un apport d'azote qui est très important, et c'est certainement une des explications pourquoi les forêts n'ont pas besoin d'engrais, de fertilisants, parce qu'elles ont ces champignons qui leur apportent l'azote, le phosphore, probablement aussi le potassium. Alors avec cette notion de contact et de partenariat, on a finalement tout un réseau souterrain qui est beaucoup plus intense que ce qu'on voit de manière aérienne, et qui permet de faire des forêts ces systèmes extrêmement performants. On peut dire que la forêt elle est totalement autonome. Absolument, oui. Vous avez la roche-mère sur laquelle certaines essences sont capables de démarrer avec presque rien. Et progressivement, la forêt permet, avec aussi les plantes aériennes qu'elle abrite, permet de former un sol. Et le sol forestier a une particularité, c'est qu'il est fait sur la base donc des déchets du bois, des branches mortes, et dans une forêt naturelle, en réserve intégrale des arbres tombés, des arbres morts. Et le bois a une autre composition que les pentes annuelles. Il y a une composante typique des arbres, c'est la lignine, qui s'ajoute à la cellulose, qu'on a surtout dans les plantes annuelles, et au sucre. Et la lignine a la particularité d'avoir une décomposition très lente. Donc tous ces déchets forestiers permettent d'alimenter la formation des sols, la minéralisation, mais elle est beaucoup plus lente que pour les plantes annuelles. Un compost, ça minéralise très vite, alors que si on ajoute des éléments ligneux, par exemple du bois raméal fragmenté, des choses comme ça, des charbons de bois, vous aurez une décomposition du sol beaucoup plus lente, donc un sol qui va être à sucre lent, pourrait-on dire, par rapport à un sol à sucre rapide, qui sont nécessaires ensuite aux champignons et à la captation des éléments minéraux. Donc ça, c'est une des clés de fertilité de la forêt, c'est cette capacité d'aller très profondément, cette capacité de capter l'azote, les fertilisants grâce aux champignons. Et c'est pour ça que les systèmes agroforestiers sont performants, c'est qu'il y a une sorte d'enrichissement naturel. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est que les arbres ont d'un côté des sols qui sont très stables, très durables, qui vont garder leur matière organique très longtemps, et en même temps vous avez cet enracinement très grande profondeur, et ces racines à un moment donné elles vont aussi mourir. Vous aurez
des racines actives et des racines mortes. Et les racines mortes sont très intéressantes pour toute la pédofaune, puisqu'elles vont donc se décomposer très lentement. Ça va être colonisé par des insectes, des champignons, et finalement, ce sera les canaux d'accès aux profondeurs du sol pour les lombriques, par exemple. Et finalement, vous aurez un système du sol qui est très spongieux, très riche en pores, qui permet de stocker de l'eau comme aucun autre système. Donc la forêt est autonome, pourrait-on dire, effectivement, mais avec toute cette masse hydrique qu'elle est capable de stocker, lorsqu'il pleut beaucoup, en hiver, au printemps, elle stocke cette eau, elle va la restituer très lentement en été. Et le dernier élément du paysage qui est encore vert, lorsque vous avez une canicule, une période très sèche, c'est toujours les arbres. C'est les derniers à passer au jaune. Et lorsque c'est l'automne, c'est pas par dessiccation, c'est parce que vous avez la phase du repos qui arrive. Donc là, vous avez vraiment une sorte de réserve, une banque hydrique qui est constituée par la forêt, qui en effet dans la périphérie. Donc ces arbres vont évaporer cette eau même dans les journées très chaudes de juillet et d'août. Et au matin, quand vous avez la température qui baisse, surtout les journées dégagées sans pluie, la température peut baisser pas mal. Vous aurez la condensation de l'eau et la fameuse rosée qui va se déposer sur les cultures avoisinantes, sur les jardins. Quelles sont les propriétés de la rosée? Ça, c'est pour moi encore un mystère. Du coup, j'ai tout un tas de questions qui me viennent par rapport à ça, parce que j'ai lu dans le livre que les arbres permettaient aussi, à l'inverse, l'alimentation des nappes phréatiques profondes. Et du coup, on voit cette année les inondations qu'on a eues, donc évidemment le facteur agriculture est de manière archi évidente un des facteurs, évidemment, de ces inondations, la perte des lombriques, de toute la faune de sous-sol, donc l'eau ne se draine plus, mais en fait, du coup, il y a le facteur forêt aussi. Toute la déforestation, on est d'accord que du coup, on perd en capacité de drainage. Absolument, surtout des sols en pente. C'est clair que là, l'érosion est très visible, maximale, la perte du sol, pas seulement la perte d'eau et les inondations, mais aussi cette eau, c'est pas de l'eau pure, c'est de l'eau enrichie de terre meuble, de terre arable. Et là, si vous avez ce que veut maintenant faire l'agroforesterie, c'est avoir des rideaux d'arbres, des haies le long des lignes de niveau qui retiennent ces sols. Mais là, c'est pas seulement protéger ces sols de cette érosion, c'est aussi régulièrement avoir des lignes végétales qui ont pour mission, les arbres veulent avoir leur stock d'eau souterraine. Ils vont très en profondeur et chaque fois qu'ils retiennent de l'eau, vont permettre à cette eau de pénétrer en profondeur à cet endroit-là, plutôt d'aller directement en rivière. Donc tout ça, c'est du bénéfice par rapport au danger d'inondation et d'érosion. Ça, c'est un premier élément. Et la restitution d'eau et la rétention des terres arables, donc au maximum, il faudrait juste d'un rideau de haies ou d'arbres à l'autre, ramener les terres un peu plus haut, comme on le fait dans les vignobles, par exemple. Mais là, les terres ne sont pas encore perdues. Puis sinon on pouvait, avec une intervention un peu plus intensive, c'est constituer des terrasses qui sont bordées d'arbres. Et là, vous avez pratiquement plus d'érosion, mais un système qui s'auto-alimente. Ça, l'agroforesterie, c'est un système qui a fait ses preuves maintenant, même à grande échelle, finalement. Oui, mais il a fait ses preuves à grande échelle. On a commencé avec les rideaux abris, par exemple. Les Russes ont fait des très intéressants travaux sur l'apport des rideaux abris. Protection contre les effets du vent, du dessèchement, surtout dans des zones plutôt à steppe, les Canadiens aussi. Mais ces rideaux abris, comme on les voit aussi dans le sud de la France, c'est en général très simple. C'est une essence, c'est des cyprès, par exemple. Et on se rend compte maintenant que ces rideaux abris, on peut les faire de manière un peu plus subtile. C'est pas simplement par rapport au vent, mais c'est des endroits riches en faune, riches en flore. Et là, il faut les diversifier. Mais là, il y a des apports très intéressants. Et des spécialités aussi qui sont plus régionales. En Suisse, on connaît beaucoup moins, par exemple, les trognes, les célèbres trognes, qui sont fabuleuses dans certaines régions de France.
Là, vous avez des arbres qu'on traite de telle manière qu'à 1 mètre ou 2 mètres de haut, on coupe régulièrement les nouveaux rejets, les nouvelles branches. En fait, c'est des nouveaux troncs qui poussent sur la masse du tronc initial. Et vous avez chaque année une repousse qu'on peut récolter. C'est du bois intéressant pour faire du bois de feu, des jeunes perches ou bien du matériel pour faire du bois ramé fragmenté. Et là, c'est intéressant parce que ces trognes, elles sont régulièrement récoltées de manière, disons, de la biomasse aérienne, mais elles n'ont aucune limite dans leur constitution de biomasse souterraine. Elles ont un système racinaire qui n'arrête pas d'augmenter et d'augmenter. C'est pour ça que ces trognes sont pratiquement, vulgairement dit, increvables. Et même si vous avez la trogne qui est complètement pourrie à l'intérieur, très intéressante pour la faune, les chauves-souris par exemple, ou bien certains oiseaux devenus très rares, les cavernicoles, cette trogne est d'une fertilité et d'une vitalité incroyable et permet de coloniser le sol et d'alimenter la nappe phréatique aussi. Et là c'est intéressant parce que ces trognes font très peu d'ombre, parce que chaque année elles doivent recommencer avec leur couronne. Cette couronne est récoltée tous les 3-4 ans peut-être, toujours chaque année. Et là, vous pouvez avoir des cultures à côté, pratiquement jusqu'à quelques centimètres de ce fût. Et vous avez un système racinaire qui est au profit des cultures annuelles. Donc là, on a vraiment des expériences anciennes très riches, très fertiles, très porteuses, qui ne demandent qu'à être comprises. Donc là, on peut considérer que le sol est vraiment vivant, du coup, grâce à ces trognes. Absolument, oui. Ce sol est un sol vivant, il l'est grâce à sa biomasse, à son alimentation en matière organique, mais surtout à son apport en eau. Le facteur limitant pour toute la vie végétale, c'est vraiment l'eau. Tout à l'heure, là, quand vous êtes arrivé, on parlait de Vanville. Du coup, c'est un cas intéressant qui me fait rebondir sur un des petits encarts de votre livre. Donc, les arbres semeurs et moissonneurs de nuages, c'est ça, si je me rappelle bien. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que le cas Auroville, c'est typiquement ça, il me semble, de planter des arbres finalement pour faire venir la pluie. Voilà, ça c'est un très beau thème, un thème très important, de plus en plus important parce que c'est relativement récent comme découverte scientifique, mais on savait que les forêts sont liées au climat, des continents entiers qui sont des forestiers subissent ensuite une sorte d'assèchement. Mais les dernières découvertes ont montré que les forêts émettent des substances très fines. Physiquement, c'est des grains de pollen. Pour les résineux, c'est des grains qui vont sur des centaines de kilomètres, emportés par le vent, des courants ascendants. C'est aussi des substances beaucoup plus subtiles. C'est des sortes de substances volatiles, surtout chez les résineux. Vous avez des pinènes, des terpènes, des substances qui se dégagent, par exemple des résines. C'est pour ça que dans un champ, une forêt de pins, vous avez cet arôme, ce parfum fabuleux. Et ces substances dégagées, surtout quand il fait chaud, sont absorbées, se dégagent dans l'atmosphère et elles sont recomposées chimiquement pour faire des macromolécules à partir de molécules plus petites. Et ces macromolécules constituent ensuite des germes pour la formation de grains de pluie. La pluie se forme grâce à une inoculation. La pluie n'a pas lieu par hasard. Il faut toujours un germe de condensation pour que la condensation puisse avoir lieu. C'est pour ça que lorsqu'un orage s'annonce, on va semer certains sels métalliques pour provoquer l'orage. La forêt fait la même chose, mais naturellement. Elle envoie ces germes de condensation et en dessus des forêts, on s'est rendu compte que la pluie s'arrête. Les nuages s'arrêtent et la pluie a lieu. Sinon, vous avez simplement un air humide, mais pas de formation de nuages et pas de formation de pluie. Donc les forêts sont germes semeurs de pluie et moissonneurs de pluie, puisqu'elles profitent de la pluie qu'elles provoquent juste au-dessus d'elles. Donc là, encore une fois, les forêts précèdent les sols fertiles et créent des climats très favorables. Il y a eu quelques essais, non? Il me semble, c'est en Afrique et en Amérique latine, non? Il n'y a pas eu des espèces de green belts qui ont été
mis en place, je sais pas si j'invente Oui, pas, il me semble que j'ai entendu parler de projets comme il y ça. a un énorme projet, on espère qu'il va pouvoir continuer parce que la situation politique de cette région est naturellement très difficile. C'est la Grande Muraille Verte qui est censée rejoindre le Sénégal Ah oui, à l'Éthiopie. c'est ça, j'ai entendu Sur ça à une la radio. largeur de 15 km, c'est 3000 km de long ou même plus. Et c'est un projet fabuleux, c'est magnifique parce qu'on sait comment faire, on sait quel effet ça peut apporter. Il faut aussi gérer le bétail correctement. Il ne faut pas que la chèvre puisse accéder tout de suite parce que ça l'intéresserait beaucoup. Mais une fois mis en place, une fois les arbres ayant atteint une certaine dimension, les troupeaux sont de nouveau admis. Et cette ceinture, c'est vraiment un très beau projet qu'on aimerait mettre en place, qui est politiquement accepté, mais dans l'exécution, naturellement, que ça devient difficile en ce moment dans ce sud Sahel. Et là, on travaille de manière très intéressante. C'est un mélange d'essence, c'est des pépinières mises sur place, c'est des millions d'arbres qui seront nécessaires. Et là, c'est un revenu pour les gens de la région, pour la région. Et ce qu'il faudrait, c'est simplement des flux financiers qui se rendent compte. On a besoin d'une Afrique fertile si on veut limiter le problème de la migration. La migration n'est jamais volontaire et sur un coup de tête, c'est une migration forcée quand les conditions de vie sont insuffisantes. Et si on se rendait compte de l'argent nécessaire pour gérer cette migration qui arrive dans des régions qui ne correspondent pas à ce que voudraient les gens, pour rendre fertiles les zones d'origine, on ferait un paradis de cette Afrique. Et il faut très peu pour ça. Il suffit de planter des arbres. Et là, vous avez des revenus pour les gens qui font des pépinières, qui plantent les arbres, qui gèrent le personnel forestier. Et ensuite, c'est les pâturages, c'est les cultures maraîchères, c'est les essences locales, ça vous intéresse naturellement. C'est une nouvelle Afrique qui peut prendre place. Globalement, on se doute que la politique de mondialisation n'est pas forcément vraiment pour le fait que l'Afrique soit autonome de manière générale. Enfin, toutes les richesses viennent de là-bas, on a quand même tout intérêt à maintenir ce continent sous esclavage, si on peut utiliser ce terme. Mais c'est sûr que ce projet il est fantastique, mais c'est juste colossal à mettre en place quand même. Bon, on peut voir ce projet dans son ensemble comme une chose énorme, mais j'ai travaillé 4 ans en coopération et là on travaillait vraiment sur des systèmes agroforestiers avec les paysans, pour les paysans en Afrique. Et là on avait une centrale de graines forestières qui était accréditée au CDE, qui était autogérée, autoporteuse financièrement. Elle exportait des graines, elle vendait des graines dans toute l'Afrique. Donc si les populations deviennent conscientes de leur potentiel, des potentiels de leur région, de leurs espèces, de leurs graines, de leurs légumes, je pense que des miracles sont possibles. La mondialisation, c'est une chose un peu extrêmement concrète, mais qui est derrière, c'est un peu virtuel aussi, insaisissable, tandis que le développement d'un paradis, par le biais de l'agroforesterie et des arbres, c'est extrêmement concret. Bien sûr. Et le concept de forêt fruitière, t'en penses quoi? Ça, c'est un thème magnifique, un thème incroyable. Si on pense à ces forêts, si on pense à l'Amazonie, par exemple, où on a découvert ces terres noires, les terres noires d'Amazonie, la Terra Preta, c'était en fait des forêts occupées avant l'arrivée de la colonisation européenne, qui a aussi amené certaines maladies contre lesquelles toutes les populations locales n'étaient pas préparées. L'Amazonie, les descriptions des premiers navigateurs qui sont descendus l'Amazone, on n'est pas remonté l'Amazone, on est descendu depuis le Pérou. Ils ont décrit des villages, des très grands villages, des villes le long de l'Amazone, extrêmement structurées, extrêmement organisées, avec des cultures, des populations pas du tout affamées, très riches. Et maintenant, on redécouvre, après la disparition des populations, dans ces sols, des terres extrêmement riches. Donc ces Indiens avaient découvert un système d'amendement du sol basé sur le charbon de bois, probablement combiné avec des déchets alimentaires, avec du poisson,
avec, il y a beaucoup d'arêtes de poisson encore dans ces raies, probablement travaillées dans des récipients destinés à produire cette sorte d'engrais. C'était un système, vraiment une biotechnologie. On combinait le charbon de bois avec les restes alimentaires, éventuellement les excréments humains. Et on a retrouvé dans ces sols donc, des terres noires. On se demande comment est-ce que la latérite a été transformée en terre noire avec ces tessons de poterie. Et ces terres sont restées fertiles depuis l'arrivée des Espagnols et des Portugais jusqu'à maintenant. Et maintenant, on peut récolter cette terre, on peut carrément alimenter, réensemencer d'autres terres. Et certains chercheurs supposent même que ces terres sont en train de réensemencer et d'avoir une dynamique propre. Il n'y a pas forcément besoin de faire de la terre noire sur 2 mètres de profondeur, comme on les a trouvés. Il suffit d'une certaine couche et cette dynamique du sol est en train d'avancer. Donc là, on a quelque chose de nouveau, c'est comme un processus autonome qui rend les terres fertiles. Zéro besoin de fertilisants, zéro besoin de pesticides. Ça donne des terres extrêmement... Et ça, c'était des forêts très riches en espèces fruitières. Et on est en train de redécouvrir en zone amazonienne extrêmement beaucoup d'essences très riches en qualité nutritive des espèces que seules les populations locales connaissent, mais qui sont du potentiel de la banane ou bien de la cerise, et dont personne ne connaît les propriétés. Mais ça, c'est les essences fruitières forestières que les anciennes cultures indiennes ont probablement sélectionnées. Ouais, c'est un thème passionnant, la Terra Pretaia. C'est un super bouquin qui a été fait, ça s'appelle 1490, je crois, j'ai oublié Je suis entré dans le sujet grâce à ce livre. Ouais, j'ai oublié le nom de l'auteur et j'ai galéré à trouver ce livre du coup, mais c'est un super ouvrage. Ouais. Il s'appelle Mann, M-A-N-N. Le prénom, je ne me souviens plus. Thomas Mann, non, c'est certainement pas Thomas Mann, ça aurait été... c'est 1494. Ah, 94, ouais, c'est ça, pas 90, t'as raison. Et il décrit justement ce moment où les Blancs sont arrivés en premier. Et on s'est rendu compte que les derniers héritages de ces peuples amazoniens pensaient à la culture des Incas, des pré-Incas. C'est des très très hautes cultures qui avaient mis au point des méthodes du travail de la terre. Très intéressant. Les cultures surandins aussi. Ouais, il y a énormément de thèmes comme ça où on se rend compte que ces populations avaient... c'était des agronomes fabuleux en fait. Absolument. Ça n'a rien à voir avec les techniques qu'on emploie à l'heure actuelle pour ne rien produire finalement. Parce qu'on Exactement. La situation, c'est quand même ça. C'est le drame de l'agriculture dans certaines régions. Elle travaille en fait sur le potentiel des sols, en épuisant les sols, mais en ne restituant rien à ces sols. C'est ce qu'il faudra apprendre à faire maintenant. Oui, c'est sûr. C'est un thème vachement important pour nous en fait, et qu'au Pays, c'est ce qu'on met en avant en permanence. Enfin, on a le problème numéro 1 avant. Enfin, les pesticides en sont aussi la cause, mais avant les OGM et avant tout, en fait, c'est la perte de biomasse évidemment. Enfin, l'humus met tellement de temps à se créer naturellement, et c'est clair que si on n'utilise pas des techniques d'agroécologie vraiment pointues pour créer plus de biomasse qu'on en consomme, on va droit dans le mur et on y va très très vite, parce que la vitesse, je sais pas si tu as des chiffres, moi j'ai plus les chiffres en tête, mais la vitesse d'érosion, elle est carrément hallucinante. C'est énorme. On dit que pour les sols forestiers moyens, on a passé de 4,5%. Ça dépend sur quelle épaisseur on estime la teneur en matière organique. On peut aussi estimer la teneur en carbone, en carbone atomique. Matière organique, 4,5%, on passe à 1,5%. Donc c'est des sols qui ont perdu leur matière organique, donc leur capacité de stockage de l'eau, donc obligation d'arroser. Donc c'est des frais de tous les côtés. Et c'est intéressant de voir comment l'agriculture moderne, entre guillemets, amène que des espèces et des variétés qui n'ont pas de carbone, qui n'ont pas de matière organique, et qui sont très très... Enfin, on fait que des plantes naines de plus en plus, qu'on booste à l'azote, au sucre rapide, comme tu dis, et on a oublié totalement en fait la vraie nourriture du sol, le sucre lent, et en fait c'est ça qui se passe. En plus, le surazotage amène une érosion très très rapide.
Oui, c'est Et on oublie toutes les espèces. On cultive quasiment pas de sorgho. Le chanvre a été totalement abandonné dans la plupart des systèmes agricoles, alors que c'est une plante fantastique qui apporte une quantité de biomasse à l'hectare carrément incroyable. C'est un des champions de la biomasse. Et puis, pensez à toute la variété des produits issus du chanvre. Je suis du domaine du bois en plus des arbres. Et le meilleur isolant, les panneaux de chanvre sont encore meilleurs que les panneaux, par exemple, de lin, ou bien la laine. La laine est battue par le chanvre, par les qualités d'isolant. En plus, le chanvre régule le climat comme la laine aussi, lorsqu'on isole les bâtiments. Et il est extrêmement résistant à la décomposition, il résiste au feu, pas mal. Et quand on pense à la capacité de résistance du chanvre, autrefois dans la plaine du Pô, la culture du chanvre était très importante, c'était pour la fabrication du cordage et des voiles. Toute l'activité maritime était basée sur le chanvre en fait, les voiles et les cordes de chanvre. Et ça devait résister à l'air marin, à l'air salé de la mer, c'est pas que du métal qu'on résiste. Donc le chanvre était placé de manière extrêmement importante. Si on arrivait à remettre cette culture du chanvre en place sur des sols relativement, pas besoin d'être très très riches, l'ortie est un peu de la même famille, on arriverait vraiment à aussi faciliter la construction écologique. Bien sûr. C'est un élément très important. Mmh. Ouais. La terre à prêter, on essaye d'en faire un peu à la ferme. On a fait du charbon de bois et tout ça à l'ancienne. Ouais. Enfin, on n'a pas intégré de poterie parce que j'ai pas trouvé de briques et tout ça. Mais enfin, c'est quand même des systèmes qui sont durs à mettre en place, qui sont vachement intéressants, mais qui sont durs à mettre en place. Et c'est sûr que ce qu'on découvre dans les pays latins, l'Amérique latine, c'est carrément incroyable. C'est 2 mètres de terre noire. Nous, on a cultivé là-dedans au Pérou quand on a fait le festival Coopeli Pachamama. Et c'est vraiment incroyable. Rien que de toucher cette terre, enfin, on sent qu'il y a quelque chose de vraiment puissant qu'on n'arrive pas, sous nos climats, à recréer cette puissance de sol. Voilà. Là, il y a un élément, un facteur clé, c'est la notion de fermentation. On fait interagir les substances, les sucres rapides et les sucres lents, le charbon de bois avec les déchets alimentaires, y compris les déchets, les matières fécales très riches en phosphore. Les matières fécales humaines sont précieuses, c'est de l'or en fait. Et là, probablement qu'il y a un processus de fermentation. Certains des chercheurs japonais ont employé du yaourt pour inoculer la fabrication de terra preta. Et là, c'est une fermentation lactique qui se met en place. Et autant la fermentation lactique est essentielle pour la santé humaine, justement les produits laitiers, elle est aussi importante probablement pour la fabrication de cette dynamique des sols, pour régénérer les sols. Un domaine encore entièrement à explorer. Ouais, c'est passionnant. Et l'Ayurveda, en fait, travaille pas mal aussi. Je sais pas si tu connais les techniques de Panchakavya et tout ça. Ouais. Très peu, mais dites-en un peu. En fait, c'est un peu ce système. Ils utilisent les 5 éléments de la vache. Ouais. Donc le yaourt, le petit lait, l'urine, les excréments et le beurre, je crois. Le beurre, exactement. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a tout un tas de fermentations de différentes recettes qui sont faites à base de ces éléments. Et il y en a une aussi, c'est intéressant, où on rajoute du poisson. On va enterrer tout ça pendant X temps dans une poterie microporeuse avec un tissu dessus et tout ça. Moi, j'ai fait pas mal de préparations comme ça. D'accord. Et c'est vachement intéressant et c'est d'une efficacité redoutable. Et on a visité des agriculteurs en Inde très très reculés. Qui utilisaient des techniques ancestrales comme ça, transmises de génération en génération, donc des techniques ayurvédiques, et qui se rapprochent en fait pas mal. C'est pas exactement les mêmes techniques, mais le résultat est quasiment identique. C'est pas de la terre noire parce qu'on est en Inde, c'est un autre système de sol, mais par contre les résultats sont juste incroyables. Enfin, l'Inde, quand on regarde un peu les chiffres avant la colonisation, c'était, je sais plus, mais 13 ou 14 tonnes de riz à l'hectare avec je sais plus combien de variétés, c'est carrément hallucinant. Et là, ils sont à peine à 1 tonne à l'hectare avec des variétés naines. Et tout ce système d'ailleurs de perte de biomasse, il a été sciemment intégré parce que ces variétés naines de riz, en fait, ont un impact colossal
de désertification et tout ça, Bien parce sûr. qu'il n'y a plus de matière Quelle organique. restitution. Les vaches, les centaines de vaches qu'il y a partout vont aller brouter jusqu'aux racines le dernier brin d'herbe. Après, il y a les vents qui s'y mettent, etc. Il y a une érosion qui s'est faite en à peine un siècle. Alors que l'Inde, c'est un des pays les plus riches à tous les niveaux. Et avant la colonisation, au niveau alimentaire, c'est un pays vraiment fabuleux. C'est pour ça qu'on est hyper remonté contre Svalbard. Par exemple, nous, on appelle ça la morgue. Aller enterrer des centaines de milliers de variétés comme ça, dont des dizaines de milliers de variétés de riz, adaptées à tous les climats, tous les biotopes, toutes les situations possibles, alors que les 3/4 de l'Asie mangent du riz blanc totalement dénudé de nutriments et qui sont poisonneux en plus, parce que cultivés avec des produits de synthèse hyper toxiques et hyper cancérigènes. Donc c'est sûr que tout ce thème est vachement passionnant. Et en fait, dans ces pays, c'est sûr que en Europe, en France, on a du mal à mettre en place des dynamiques d'agroforesterie ou toutes ces nouvelles techniques comme le pancha caviar, c'est juste à cause du climat en fait. C'est dur à mettre en place. Mais en Amérique latine, en Inde ou sous les tropiques, en 1 ou 2 ans, des fois on fait des miracles. Tout fermente tellement vite. Oui, c'est sûr. La biomasse ne demande qu'à se régénérer, qu'à se créer. Tout a lieu de manière visible. C'est la différence par rapport à chez nous, où vous avez la partie sol qui est extrêmement importante. Et on a beaucoup de structures qui sont pas directement visibles, qui sont latentes, qui sont dans le sol, mais qui sont de la réserve pour passer l'hiver aussi, pour aborder le printemps suivant. Donc vous voyez, le charbon de bois, composante ligneuse, là c'est le carbone concentré à partir du bois où il a 50% de la masse, ça monte à 80% de la masse. C'est une microporosité fabuleuse qui peut être colonisée par les micro-organismes. Donc ce genre de micro-organismes à fermentation lactique peut-être aussi, qu'on est en train de découvrir. Et le bois raméal fragmenté, du coup, en fait, on imite finalement le processus de symbiose entre les champignons et la décomposition du bois en forêt. Exactement, ça c'est intéressant parce que c'est des jeunes bois, ça ne va pas au-delà d'une certaine dimension. C'est pour avoir avec le bois raméal fragmenté une dynamique relativement rapide. Tous les bois sont intéressants, mais le bois raméal fragmenté, c'est des jeunes bois relativement riches en sucre, et la cellulose, encore une autre structure, une pousse en élongation, on a encore besoin d'une autre structure chimique, d'agencement des molécules qu'un cerne annuel dans un tronc déjà bien établi. Le rapport lignine-cellulose est différent. Donc le bois raméal fragmenté favorisera certains champignons de décomposition moyennement rapide, disons. Par rapport à du compost, c'est beaucoup plus lent. Mais le BRF, ça amène des champignons supérieurs, comme les basidiomycètes, qui vont faire comme un réseau mycélien de surface. Et qu'est-ce que ça signifie pour le sol du jardin juste en dessous? Vous avez donc cette couche de BRF sur 2-3 cm, à peine incorporée. Pour moi, ça a été une surprise assez étonnante, c'est de voir à quelle rapidité le sol en dessous acquiert l'odeur de l'humus forestier. J'ai fait ça avec mes tomates et brusquement, ça sentait l'humus forestier. Et là, c'est une dimension intéressante, cette notion d'humus forestier. Du point de vue microbiologique, ça contient certaines bactéries, certains champignons qui sont à effet euphorisant sur l'être humain. C'est intéressant, lorsqu'on fait du jardinage, on entre en contact avec certaines souches bactériennes ou bien microbiennes, et ces substances ont un effet très intéressant. On a expérimenté ça avec des rats et des souris de laboratoire. On s'est rendu compte que ces animaux, lorsqu'ils sont mis en contact avec ces bactéries qui se développent particulièrement fortement dans la bouse de vache aussi, on s'est rendu compte qu'elles existent ailleurs aussi. Cette bactérie porte même son nom de la vache. Ont un effet sur les performances cognitives des souris. Les souris en laboratoire dans des labyrinthes résolvent leurs problèmes beaucoup plus vite lorsqu'elles ont été alimentées grâce
à une alimentation enrichie de ce champignon, de ces bactéries. Et l'être humain, finalement, on s'est rendu compte que ça avait un effet sur l'être humain, sur le bien-être et une forme d'euphorie qui se développe chez l'être humain et des formes de résistance à l'asthme, par exemple, à des problèmes asthmatiques. Et ça explique actuellement pourquoi les enfants qui grandissent en ferme, dans des conditions pas trop stériles, beaucoup plus naturelles, sont beaucoup plus résistants à des problèmes de maladies de civilisation, comme on peut les appeler. Et ça explique pourquoi le jardinage rend heureux. C'est donc un effet multiple dû à ces substances du sol, à ce boramel fragmenté, à ces souches microbiennes qui ont un effet positif sur le sol. Et on se rend compte brusquement que l'état d'esprit de l'homme est lié à l'état de santé du sol. Pourquoi est-ce que ce sol équilibré a un effet positif sur l'homme? C'est assez fabuleux en fait. Pourquoi est-ce que des plantes sont des plantes médicinales pour des problèmes de santé humaine? Là, on est à un autre niveau. On est entre l'être humain et sa manière de travailler le sol. Et la réponse du sol, c'est du bonheur. C'est assez fabuleux. Ça, c'est intéressant que tu dises que c'est surtout présent dans les bousses de vache. On l'a isolé d'abord là-bas. C'est de notoriété publique que les champignons à psilocybine poussent, en tout cas sous nos climats, sur les bousses de vache. C'est vrai. Ah oui. Et ça, c'est intéressant. Donc, les champignons à effet... j'y pense maintenant. Intéressant. En tout cas, sous nos climats tempérés, c'est de notoriété publique. Les psilocybes qui poussent ici, parce qu'il y a que 2 ou 3 espèces, je crois, mais là j'y ai peut-être une bêtise, je suis vraiment pas expert, mais en tout cas, poussent sur les bousses de vache. Et du coup, en fait, ça me fait rebondir sur une partie de ton livre qui parle de thérapie, notamment au Japon, c'est ça? Voilà. Thérapie des forêts, alors qu'est-ce que c'est? Alors, on s'est rendu compte, ça avait à faire probablement aussi avec ces substances qui sortent du sol, bien qui se dégagent du sol. C'est aussi dû à la position de l'arbre. L'arbre, il joue le rôle de paratonnerre ou de lien entre le ciel et la terre. C'est tellement évident, mais c'est aussi une réalité au niveau électrique. L'arbre, il est là pour équilibrer les charges électriques de l'atmosphère, qui ne sont pas les mêmes que celles de la Terre. Et l'arbre a de manière autonome aussi en permanence des potentiels bioélectriques. Il est sous tension électrique autonome, il crée ses propres courants électriques. Ce n'est pas seulement une réponse par rapport à l'atmosphère et au sol. Et l'effet des arbres dans une forêt, c'est de provoquer une forme d'ionisation de l'air. L'air est ionisé électriquement, c'est-à-dire que vous avez donc l'atmosphère a une composition chimique de base, azote, oxygène, etc. Mais il y a beaucoup de substances, de molécules gazeuses qui participent à l'atmosphère forestière, issues des plantes par exemple. Et toutes ces substances qui composent l'atmosphère sont en général électriquement non neutres. Soit c'est des charges positives, soit des charges négatives. Et on s'est rendu compte que dans une forêt, par exemple, le surplus de charges négatives par rapport aux charges positives est très fort. Donc c'est un air à majorité ionisé négativement par rapport à un air urbain, par exemple, plein de particules de poussière, de substances artificielles qui provoquent une ionisation de l'air qui est plutôt positive. Un air positivement ionisé est beaucoup moins favorable à la santé qu'un air négatif. Particulièrement près des rivières ou bien des chutes d'eau, vous avez vraiment une explosion de ions négatifs. On peut mesurer ça. Si on va avec un appareil de mesure des ions, près d'une cascade, vous avez, ça crépite, si on passait en mode acoustique. Donc les forêts, elles sont carrément des sources d'ionisation négative par rapport à une ville. Et lorsque on pénètre dans une forêt, on a un sentiment de bien-être
qui est due à une respiration qui s'amplifie. Et d'ailleurs, grâce à ça, grâce à cette constatation, on a des appareils qui permettent de ioniser l'air aussi dans l'habitat. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mieux vaut aller en forêt pour profiter de cette ionisation de l'air et des effets des parfums aussi. Et les Japonais se sont rendus compte que c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on imaginait. Ils ont commencé à mesurer le pouls, l'activité respiratoire, l'activité cérébrale. Ils ont fait un monitoring systématique des gens qui vont faire des parcours en forêt, puis ils se sont rendus compte que c'est un effet beaucoup plus fort que imaginé, et l'effet, la durabilité de l'effet est aussi très longue, ça a un effet sur plusieurs jours. Donc la thérapie forestière a vraiment commencé au Japon, est en train de continuer en Corée du Sud, est en train d'arriver en Finlande, et finalement c'est magnifique là, que les hôpitaux fassent peut-être une annexe en bordure de forêt pour montrer aux gens comment leur cœur réagit et leur capacité respiratoire et tout leur bien-être est en train d'évoluer grâce à l'atmosphère forestière. Mais il faut que ce soit vraiment des forêts naturelles bien équilibrées, bien constituées. En France, on est quasiment numéro 1 de consommateurs d'antidépresseurs. Ce serait une super solution. Voilà. Planter des forêts tout autour des hôpitaux. Voilà. Donc là, il y a vraiment des constatations très intéressantes. Les hôpitaux se sont rendus compte même, lorsque le patient, par la fenêtre, a la vue sur un arbre, ça a déjà un effet sur son processus de guérison. C'est en Angleterre dont on s'est rendu compte que simplement de voir un arbre, c'est tellement ancré dans nos structures psychologiques. L'humanité entière s'est formée grâce aux arbres, dans le cadre des arbres, que le fait de voir un arbre, c'est comme d'être face à un feu. On est confronté à des archétypes. On est confronté à des structures psychologiques profondes. Un arbre participe à la structure de l'homme. Et de voir un arbre, ça nous recentre. Et de toucher un arbre, c'est naturellement beaucoup plus fort. Ou bien de pénétrer sous les arbres dans une forêt, c'est encore plus fort. Donc là, on se rend compte que psychologiquement, on travaille sur des fibres intérieures de l'homme qui sont d'une puissance énorme. Et à mon avis, le feu est de la même catégorie, du même genre d'efficacité. Je suis sûr que dans quelques années, on va parler de la thérapie du feu. C'est-à-dire apprendre à refaire un feu de bois, à s'asseoir autour du feu, à créer des communautés autour d'un feu. Ça résonne un peu comme du chamanisme, mais c'est de la médecine, j'en suis persuadé. Toujours en lien avec les arbres, finalement. En lien avec les arbres, parce que le feu, c'est quoi? C'est du bois qui brûle. Les arbres ont capté cette énergie solaire par la photosynthèse, on en fait du sucre, transformé en cellulose, en lignine. Et cette matière bois, c'est finalement du matériau de construction pour les arbres, mais c'est de l'énergie stockée qu'on peut récupérer en brûlant le feu, mais c'est de la lumière stockée. Et le feu est certainement aussi important par son énergie dégagée, mais aussi par sa lumière. Donc une lumière dégagée par un feu de bois, c'est certainement autre chose que simplement une ampoule qui devient de plus en plus froide d'ailleurs. Quand on pense aux ampoules LED, je pense qu'on perd ici un effet calorifique qui n'est peut-être pas anodin. Ouais, de toute façon, ça fait partie des maladies de civilisation, le manque de lumière. Voilà, oui. Le manque de vitamine D. Exactement. Facteur de dépression terrible. Ouais. Et là, la question, c'est quelle est la qualité de lumière dégagée par un feu par rapport à la qualité de lumière dégagée par une ampoule. On peut moduler naturellement les longueurs d'onde produites par la lumière artificielle. Mais le feu, c'est toute la gamme, surtout des infrarouges. Et en plus, vous avez la pulsion du feu. C'est une chaleur pulsée qui pénètre en profondeur. Et quand on pense, c'est pas seulement la chaleur visible, c'est aussi de la chaleur audible, et de la lumière audible. On entend le feu qui brûle. On n'entend pas une ampoule qui brûle. Et dans le livre, je fais un rapprochement entre le ronronnement du chat et le ronronnement du feu.
le ronronnement du char, un effet thérapeutique sur l'ossification. Et quel est l'effet du ronronnement du feu? Il suffit de l'approfondir et de le découvrir de manière un peu plus précise. De toute façon, on constate dans n'importe quelle maison qu'il y a un foyer ou un feu l'hiver. En tout cas, pour moi, un hiver sans cheminée ou sans au moins un poêle où on voit les flammes, pour moi, c'est pas vraiment concevable parce que c'est vraiment pendant l'hiver, on n'a pas beaucoup de lumière, les jours sont très courts et tout ça, c'est un peu la respiration. Voilà, c'est la restitution du soleil au centre de la maison. Très belle image. Alors moi, je sais pas vraiment ce que c'est le bois de lune, c'est un terme que j'entends souvent en fait, mais concrètement, je sais pas ce que c'est. Alors je suis un très bon auditoire là pour le faire. C'est un thème assez curieux parce que dans toutes les civilisations du monde, on a toujours dit que faites attention lorsque vous abattez un arbre pour obtenir du bois, il faut prendre en considération les phases lunaires. Et dans ma formation scientifique, d'ingénieur, de personne qui a appris à analyser les choses, et surtout dans un monde scientifique très rigoureux, ce genre de choses, ça a toujours été considéré comme étant de la superstition pure. Parce que on pensait s'en sortir facilement en croyant que c'était seulement localement qu'on raconte ça. Donc, en Suisse, on disait, bon, ça c'est des arriérés, des vallées lointaines, des vallées reculées qui pensent encore que la Lune puisse avoir un effet sur les arbres et indirectement sur les propriétés du bois. Mais la chose devient sérieuse lorsqu'on se rend compte que les forestiers d'Afrique racontent la même chose, les forestiers d'Asie racontent la même chose, les Sibériens disent la même chose, les Coréens, les Finlandais, les Amazoniens et les gens du Yucatan dans le Mexique. Chaque fois qu'on a affaire à une culture ancienne, cette histoire d'effet de la Lune sur les propriétés du bois revient. Alors, progressivement, je me suis dit, mais il y a quand même un peu trop de coïncidences pour qu'il n'y ait rien derrière, qu'il n'y ait aucun phénomène objectif derrière. Et comme ingénieur forestier, c'est un thème que j'ai vraiment voulu explorer. Surtout que des collègues sont venus vers moi et m'ont dit, mais on aimerait vraiment savoir, est-ce qu'il n'y a rien derrière ou bien est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose? Parce que là, si ces assertions, si ces affirmations des praticiens, des forestiers sont justes, on a la possibilité d'avoir des bois bien meilleurs si on tient compte de ces règles. Donc, de fil en aiguille, on a travaillé sur le thème, revenu justement de coopération d'Afrique. J'étais de nouveau dans l'Institut de formation d'ingénieurs forestiers, donc des étudiants, des travaux de diplôme qui ont lieu sur des thèmes qu'on doit s'inventer pour donner du travail aux étudiants. Et là, j'ai fait entrer ce thème du bois de lune comme thème de recherche. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'effectivement, on mettait en place des essais très précis, très bien ciblés, bien conçus. On arrive à avoir des différences. Et progressivement, on a mis en place un très grand essai sur plusieurs sites en Suisse. C'était où on avait simultanément abattu des arbres dans plusieurs endroits différents, sur plusieurs essences différentes. Et là, on a pu mettre en évidence, c'est tout un chapitre du livre, que ce phénomène du moment d'abattage de l'arbre, donc on parlait de ce potentiel électrique de l'arbre, l'arbre étant le lien électrique aussi entre ciel et terre. Lorsque vous abattez l'arbre, vous coupez ce lien, probablement qu'on a comme un moment particulier où l'arbre reçoit comme une signature, comme un signal. Maintenant, je change. Et ce signal a apparemment un effet sur les propriétés du bois. Donc tous ces arbres, on les a abattus systématiquement, prélevés des échantillons, et ensuite ces échantillons ont été envoyés chez nous dans le laboratoire de tests de toute la Suisse simultanément. Chaque lundi matin, on avait des cartons d'échantillons qui arrivaient de l'abattage du lundi et de l'abattage de jeudi, et on les étudiait en conditions contrôlées. Et là, on a eu des résultats très intéressants. Il a fallu mettre au point l'analyse statistique, qui n'était pas si simple. Et là, on a pu montrer que les phases lunaires, le passage de la pleine lune à la nouvelle lune et le retour à la pleine lune, le rythme synodique, jouent un rôle sur le processus de séchage du bois et ensuite sur le processus de réabsorption du bois. Ça, c'était la grosse surprise. Vous séchez le bois et après, vous n'avez pas les pendules mises à zéro.
Ce bois, il a gardé sa signature lunaire quelque part. Et lorsque vous soumettez ce bois de nouveau à l'eau, c'est-à-dire par ascension capillaire, ou bien par immersion, par capillarité, c'est ce qui se passe lorsque le bois il est mis en place sur une façade, par exemple. Et la pluie arrive contre la planche, et la tranche, c'est la partie qui va absorber l'eau. L'absorption d'eau est beaucoup plus forte à certaines phases lunaires par rapport à d'autres phases lunaires. Donc là, on a vraiment un matériau qui est très différent, qui est beaucoup plus hydrophobe, qui va moins absorber l'eau qu'à une autre date. Il y a toujours un effet lunaire, mais il faudra savoir lesquels. Voilà, ça c'était le premier effet qui était très fort. Et la deuxième surprise, c'est une surprise en lien avec des règles forestières beaucoup plus rares. La pleine lune, nouvelle lune était pratiquement partout mentionnée, mais parfois il y a des règles qui parlaient de la lune positionnée dans certaines constellations du zodiaque. C'est de l'astronomie en fait. La lune est toujours par rapport aux constellations de l'arrière-fond stellaire, placée quelque part. Et là, des traditions disaient, lorsqu'elle est ici ou là, on aura des effets différents. Un peu par acquis de conscience, on analysait ça aussi avec les mêmes outils statistiques, avec le matériel qu'on a obtenu. Et là, la grosse surprise, c'était que la position de la Lune dans l'arrière-fond stellaire était au moins aussi importante que les phases de pleine lune et de nouvelle lune. C'était tellement intéressant scientifiquement et tellement nouveau. C'est la première fois qu'on pouvait mettre en évidence que les soi-disant constellations du zodiaque et l'emplacement de la Lune dans ces constellations jouaient un rôle. J'ai presque hésité à mettre ça dans la publication parce que c'était trop gros, c'était presque pas possible d'avoir aussi cet effet, parce que là on a encore moins les explications théoriques. J'ai quand même mis ça dans la publication et ça a passé un peu incognito. Et maintenant on a vraiment pu prouver scientifiquement et publier une preuve scientifique que non seulement les phases lunaires entre pleine et nouvelle lune, qui sont liées aux marées, etc., mais aussi la position par rapport à l'arrière-fond stellaire joue un rôle. Donc ici on a éventuellement affaire aux énergies cosmiques qui arrivent et que la Lune fait écran, et des phénomènes de ce genre-là. Ah, c'est fabuleux, parce que le cycle de la Lune, on arrive à le comprendre sur la Sève, ça joue un peu comme sur les marées, c'est ça, et c'est, voilà. Et c'est ce que tu appelles les marées de Sève. Les marées de Sève, les marées vertes, exactement. Ça permet par analogie à les comprendre, mais là aussi on s'est rendu compte que si on prend vraiment les forces des marées et les variations dues aux marées, ça reste encore des forces telles qu'on les connaît actuellement trop faibles. Il faut un nouveau modèle des marées. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau modèle de marée gravimétrique, c'était l'effet de la Lune et du Soleil en interaction avec la Terre, vient d'être développé par un chercheur allemand qui est co-auteur d'un prix Nobel avec von Klitzing, c'est Gerhard Dorda. Et ce nouveau modèle des marées gravimétriques n'est plus un modèle statique qui prend en compte les masses de la Lune, du Soleil et de la Terre, comme Newton l'avait fait, mais tient compte du mouvement de ces corps stellaires. Et Dorda a développé un nouveau modèle gravimétrique qui permet d'expliquer les marées de sève dans les arbres. Il a d'ailleurs utilisé la publication qu'on a sortie dans Nature pour valider son modèle, son nouveau modèle gravimétrique. Donc là aussi, la recherche sur les arbres a permis de valider un nouveau modèle de la gravitation qui est en train d'émerger. Ah, c'est fabuleux. Et les énergies cosmiques, tu dis que donc vous avez enfin pu le prouver scientifiquement, donc que la position de la Lune par rapport aux constellations avait un jeu. Et comment est-ce que tu le mesures, ça ? Donc là, on n'a pas pu. Ça reste une hypothèse maintenant. On s'est rendu compte que la position de la Lune par rapport à l'arrière-fond cosmique joue aussi un rôle. Et la question maintenant, mais comment ce rôle peut-il être expliqué ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune joue un rôle d'écran par rapport au Soleil. Lorsque la Lune passe devant le Soleil, c'est exactement devant le Soleil, vous avez une éclipse par rapport au Soleil. Donc la Lune couvre le rayonnement solaire. Mais les astrophysiciens se sont rendus compte que la Lune a un effet écran
pas seulement sur la largeur du disque lunaire, mais sur un angle d'une trentaine de degrés. Donc, la Lune a un effet d'écran électromagnétique, pourrait-on dire. Et la Lune fait écran sur une zone du ciel qui est plus large que le disque lunaire. Donc la Lune, lorsqu'elle s'approche du Soleil, elle est déjà en train d'avoir un effet d'obstruction, d'effet d'écran. Et lorsqu'elle quitte le Soleil, cet effet continue après l'éclipse. Et lorsqu'une éclipse n'a pas eu lieu, lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, on a aussi cet effet écran dans cette zone de 30 degrés autour de la Lune. Et c'est exactement, en fait, la largeur d'une constellation astronomique. Les constellations sont à peu près autour de... Certaines sont un peu plus petites, et certaines sont plus grandes. Donc, lorsque la Lune passe devant l'arrière-fond du zodiaque, elle est chaque fois en train de couvrir la largeur d'une constellation. Naturellement, elle passe d'une à l'autre, mais à un moment donné, elle couvre l'entièreté d'une constellation. Donc c'est une espèce, c'est une observation maintenant sur la base de ces propriétés du bois, mais qui ouvre une hypothèse, qu'est-ce que la Lune est en train de couvrir comme genre d'énergie, comme qualité d'énergie qui vient de l'arrière-fond stellaire. Et là c'est connu pour les astrophysiciens, ils appellent ça le vent cosmique. Et on est des radiosondes pour analyser ce vent cosmique qui arrive. On a toute une carte des énergies cosmiques qui arrivent sur Terre. Donc la Lune est en train de moduler ça. Et c'est simplement mettre un peu les choses connues ensemble. Ok. Je ne suis pas du tout ésotérique, là. Je suis en astronomie. Ah ouais, moi j'entends très bien. Enfin, ça paraît assez logique en fait. Ouais, exactement. C'est des choses qui semblaient un peu mystérieuses, reçoivent des explications scientifiques. Ce que je parais, ce qui m'étonne toujours, c'est que on a accès à énormément d'outils scientifiques en fait pour prouver des espèces de légendes en fait. Oui. Et c'est étonnant quels outils à l'époque ils avaient pour le bois de lune par exemple. En fait, ouais. quels outils concrets de mesure. Comment à cette date on peut avoir ce dicton-là, à telle date le bois va être, ça veut dire qu'il a été testé plusieurs années de suite, ou enfin c'est quoi ouais. Moi je pense qu'à l'époque les gens avaient une mémoire beaucoup plus fiable. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait à quel moment. Je me souviens encore des paysans du village, ils avaient une mémoire absolument fabuleuse. Ils savaient quand ils avaient récolté quoi, quel temps ils faisaient. Ça c'était un des éléments. Le deuxième élément, c'était l'observation du matériel, de la matière. Il n'y avait pas la machine entre l'homme et le matériau. Le menuisier qui travaillait toute une vie sur son bois à contact direct avec la main, il avait une perception du bois qui est intuitive et il sentait ce frêne, ce travail autrement que le frêne que j'ai eu 2 semaines avant. J'ai parlé avec le forestier, il l'a abattu à tel et tel moment. Bien lorsque je brûle ce bois-ci, il brûle autrement que l'autre, parce que tous les jours je fais mon feu, et je vois une fois s'il se met en route facilement, ou bien une fois c'est difficile, j'arrive pas à faire démarrer un feu. Est-ce que c'est le temps du moment, ou bien est-ce que c'est le bois lui-même qui a une autre origine? Observation et mémoire, et intuition quelque part, c'est avoir l'idée juste sur le phénomène. Ça, c'est une chose que les paysans pratiquaient aussi. Prendre la terre dans la main, renifler la terre, sentir la terre, et se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans la terre? Là, ça va aussi dans la direction de l'intuition. Le temps, justement, par rapport à la mémoire, tu voulais me parler du temps Oui, je pense que c'est un phénomène intéressant. Le temps et les arbres. Les arbres, c'est donc des géants de l'espace ou bien la dimension. Ça atteigne plus de 100 mètres de hauteur, mais encore plus, c'est des géants du temps. Les organismes les plus anciens, c'est soit des forêts qui ont... on ne peut pas se mettre d'accord toujours sur l'âge de certains individus, de certains systèmes forestiers, mais certains individus arbres, on sait qu'ils ont dépassé 5000 ans d'âge. Donc 3000 ans avant notre ère actuelle et 2000 ans
vécu depuis le début de notre ère. Tu parles d'arbres vivants. Arbres vivants, c'est par exemple le Bristol Cone Pine, une sorte de pin des montagnes blanches, des montagnes rocheuses. Là, c'est vraiment de l'analyse de CERN qui montre que ces arbres ont plus que 5000 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils étaient là au moment de la construction des pyramides, si on estime qu'elles ont eu lieu, elles ont été construites 2500 ans avant notre ère. Et là, c'est des arbres qui ont vécu pendant des durées énormes. Et là, naturellement aussi, on peut se demander qu'est-ce que ça signifie de vivre près d'un organisme, ou bien si on prend nos arbres les plus anciens chez nous en Europe, qui sont éventuellement aussi presque aussi vieux que ça, qu'est-ce que ça signifie d'être à côté d'un être qui a vécu aussi longtemps? Ou bien pour une forêt, qu'est-ce que ça signifie si la forêt a ses vieux représentants les plus anciens, le groupe des anciens qui restent ici, par rapport à une forêt qui est gérée comme un champ de maïs où on replante et où on récolte tout? Quelle est l'ambiance d'une forêt de ce genre-là? Une plantation. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'une forêt, qu'on gère naturellement de manière forestière pour avoir du bois, pour avoir tous les produits forestiers, mais où on a le concept de la gérer de manière durable, mais aussi durable du point de vue sociologique, la sociologie forestière, qui permet à quelques représentants de vivre de leur vie naturelle et de mourir de leur mort naturelle, qui va donc être très très tardive. Et qu'est-ce qu'une forêt avec quelques représentants qui savent ce qui s'est passé autrefois, qui ont des représentants, des porteurs de mémoire? La notion de porteur de mémoire pour une forêt et pour l'ambiance forestière. Chaque arbre qui va grandir dans cette forêt, si on gère la forêt de cette manière, va avoir peut-être la perspective d'être une fois un des anciens, parce qu'une fois ou l'autre, un porteur de mémoire va être abattu par une tornade, ou bien va subir un feu ou une calamité. Il n'y aura plus que 4 dans cet endroit-là, plutôt que 5. Et donc il y a besoin d'un 5e qui va redevenir porteur de mémoire, et ainsi de suite. Donc même les anciens vont être remplacés progressivement, mais en ayant l'âge de 500 ans ou de 1000 ans. Et cette forêt, avec cette ambiance, va être toute différente à mon avis, parce que les jeunes vont être dans cette perspective de vie, d'être peut-être aussi une fois un ancien, par rapport à ceux qui sont vraiment de la cohorte des condamnés à mort, et il n'y a aucun rescapé. Alors une forêt de ce genre-là, c'est certaines populations indiennes, les Menominee d'Amérique du Nord, les gèrent déjà selon ce principe. Et je pense qu'il faudrait qu'on vienne aussi à cette idée de pas seulement laisser des arbres morts, mais laisser des arbres vivants mourir très lentement. Quelques-uns seulement, mais je pense que pour l'ambiance forestière, c'est très important. Et maintenant, il y a la notion des arbres anciens qui ont réussi à survivre et survivre des maladies, par exemple, ou bien des moments difficiles, portent en fait des solutions thérapeutiques. Ils ont des germes de résistance, ou bien ils portent des germes de champignons qui sont des antagonistes. Et c'est des solutions de santé pour toute la région, parce qu'il y a des souches de santé. Et lorsque vous aurez brusquement une maladie qui apparaît sur un arbre jeune, mais le vieux a surmonté cette maladie, c'est différent que si cet arbre jeune doit inventer sa médecine. Il aura son voisin qui aura, porteur en lui, développé cette médecine. Et qui pourra lui communiquer via la pourra lui communiquer, exactement. Et au niveau sport, mycélium, sous le sol ou par l'atmosphère, c'est très rapide, c'est très efficace. Ou alors il y a des vecteurs animaux, ou des insectes, ou des oiseaux qui vont être capables d'apporter la solution là où la maladie a lieu. Mais ça, il faut avoir il faut laisser vieillir aussi. Et ça ne viendrait pas à l'esprit c'est la pire des sociétés si on décidait que toutes les personnes âgées devraient disparaître à tel âge. Euthanasie obligatoire. C'est ce qu'on fait pour les forêts, actuellement. On a tendance quand même à mettre nos personnes âgées... Voilà, les éliminer hors de vue. Hein. Tandis que là, les arbres anciens, ça devient en fait des arbres sacrés, ils deviennent des arbres totémiques, et d'autant plus importants qu'ils sont plus vieux.
et sont placés finalement au centre. Et on fait de l'exploitation forestière en périphérie de ceux-là. Du point de vue de la masse, naturellement, plus importante, mais la visibilité des vieux. Et l'intérêt de la forêt, c'est pas là où il y a les jeunes, c'est là où il y a les très vieux. C'est là qu'on ira faire des feux et faire peut-être des rituels ou des procédures ou des rituels de reconnexion avec la vie naturelle. Il y a déjà des forêts qui sont gérées de cette manière-là? Enfin, des exploitations forestières plutôt qui sont gérées de cette manière-là? Non, j'essaie d'en parler le plus possible pour donner l'idée. Bon, j'ai parlé de ces Menominee en Amérique, mais je pense qu'on devrait le faire consciemment en Europe et désigner ces arbres qui sont destinés à devenir des arbres vieux et les protéger et les considérer comme des arbres sacrés. Comme on l'avait fait autrefois pour les ifs, par exemple, qui sont devenus les plus vieux d'Europe. Ou le ginkgo en Asie. Encore une fois, ça paraît tellement évident. C'est simple, extrêmement simple, mais on a oublié. Il y a une notion de, est-ce qu'on peut appeler ça sacralité, de respect, qui peut se remettre en place, avoir une forme de respect par rapport à la forêt, par rapport aux arbres âgés qui portent des solutions de santé pour les jeunes. Et les vieux qui savent, c'est comme dans la communauté humaine, les vieux ont appris des choses que les jeunes sont contents d'apprendre. Et là, vous avez aussi cette notion de respect qui peut reprendre place lorsqu'on va avec les enfants, avec les écoles dans ces forêts. Ce sera du vécu pour les enfants qui est absolument irremplaçable. Les arbres entre visible et invisible. Est-ce que tu peux me faire un petit résumé en fait de ton livre? Qu'est-ce que tu as voulu apporter en rédigeant cet ouvrage? L'idée de départ, c'est de montrer que, en fait, la nature ou le monde dans lequel on vit a des dimensions insoupçonnées qui sont relativement faciles à mettre en évidence. Et on est en fait baigné ou confronté à une réalité, maintenant je pense aux arbres ou bien à la nature, qui est de nature à nous transformer en fait. Devenir conscient de ce que la nature comporte, bien comment elle fonctionne, bien comment un arbre fonctionne, est en fait porteur d'énergie, porteur de santé, porteur d'un message et porteur de solutions. Et ça, j'essaie de le montrer ou bien de le suggérer en montrant d'abord ce qu'étaient les arbres dans les cultures pré-industrielles qui ont encore eu une autre manière d'approcher la nature. Et là, ça a permis, par exemple, de cerner le thème ou le terme de sacralité. Pourquoi est-ce qu'un arbre devient sacré et quelle dimension est-ce que ça peut prendre? Là, par exemple, c'est l'occasion de mentionner que certains peuples d'Europe portaient leur nom, des peuples celtes portaient leur nom d'arbres. Il y avait les guerriers de l'If, il y avait le peuple de l'If, il y avait le peuple de l'Orme. Le Limousin, c'est le territoire du peuple de l'Orme. Voilà, ça c'est un premier aspect, c'est de montrer que l'attitude face à l'arbre permet de se structurer soi-même aussi intérieurement. Un deuxième aspect ensuite, c'est d'aborder maintenant avec les outils scientifiques la question d'où vient la substance de l'arbre. Donc là, on arrive très rapidement à la notion de photosynthèse, d'où viennent les composants de la photosynthèse, et brusquement de nouveau, comme pour la sacralité, qui est une notion immatérielle, pour le phénomène de la photosynthèse, on se rend très rapidement compte que c'est un phénomène immatériel, c'est un phénomène qui a beaucoup plus à faire avec l'invisible qu'avec le visible. L'arbre tire sa substance de lumière solaire, de dioxyde de carbone qui est en
en dilution relativement faible dans l'air. Il arrive à capter ça et en faire de la matière organique. C'est un phénomène assez extraordinaire en fait. Et ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que en plus de faire de la biomasse, l'arbre il fait de l'oxygène nouveau qui n'a jamais été respiré. Et en plus, ce qu'on sait encore beaucoup moins, c'est qu'il fait de l'eau nouvelle qui n'a jamais coulé, qui n'a jamais encore été bue. Cette eau nouvelle constitue l'eau cellulaire en fait. Et là, on montre quelle quantité d'eau nouvelle sont faites lors du processus de photosynthèse. Voilà, l'eau, l'oxygène et la biomasse issue finalement de l'impondérable, de l'invisible. Quelque chose qui nous fait nous étonner, qui nous rend attentifs au fait que cette eau constituant les plantes est probablement autre chose que l'eau qui coule dans nos robinets. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici des sources de thérapie éventuellement? Et ensuite, encore une autre notion, comment est-ce que l'arbre se forme par rapport à la plante annuelle? Quelle est la différence d'un arbre par rapport à une plante annuelle? Quel est le secret de l'arbre? Là, j'ai voulu montrer exactement comment un arbre arrive à obtenir ces dimensions, à atteindre ces dimensions spatiales et aussi temporelles par un secret très particulier. Là, je ne vais pas dire ce secret ici maintenant, je réserve la surprise au lecteur de ce livre. Et ensuite, on entre dans d'autres domaines qui sont absolument étonnants, que la science connaît. Je n'ai jamais voulu sortir du domaine scientifique, mais j'ai sorti des trucs, des tiroirs qu'on a préféré ne pas savoir, ne pas trop souligner. Des travaux des années 70, des années 70 ou même plus anciens, qui montrent en fait que les arbres fonctionnent en rythme avec les rythmes cosmiques, avec les rythmes astronomiques. Et ça, c'était mon domaine de recherche, mon cœur de métier en recherche, c'était travailler sur les effets lunaires, sur les arbres et sur le bois. Et là aussi, des recherches passées et les recherches qu'on a pu poursuivre montrent que les arbres, ce n'est pas simplement une interaction avec l'air, avec les nuages dont on parlait avant, c'est un être qui est en pulsation permanente avec le jour et la nuit, mais pas seulement, avec les rythmes lunaires, avec les rythmes planétaires, avec les rythmes stellaires. Et cette pulsation de l'arbre, lorsqu'on sait maintenant que c'est une réalité, c'est une chose qui est fabuleuse, puisqu'on ne peut plus regarder un arbre comme on l'a regardé avant de savoir ça. Donc le savoir alimente l'étonnement et nous enrichit. On ne pourra plus entrer dans une forêt après avoir lu ce livre de la même manière. On va considérer la forêt différemment et les arbres différemment. Et de voir les arbres de cette manière dans leur dimension invisible, mais accessible à la connaissance, va nous permettre de nous enrichir nous-mêmes et de nous alimenter de ces énergies qui font pulser les arbres. Parce qu'il faut savoir que les énergies qui font pulser les arbres sont les mêmes énergies qui font pulser notre cœur, par exemple. Et une fois qu'on aura réappris à regarder les arbres, on aura réappris à écouter notre cœur. Et ça, c'est une étape importante qui est très importante pour le renouveau de notre vie sur Terre. C'est une forme de savoir qui est plus simplement mentale, mais qui est aussi basée sur l'écoute du cœur. Et alors là, on peut mettre de la poésie dessus, mais ça peut devenir vraiment quelque chose de très concret, de très vif, de très réel. Essayez d'écouter votre cœur lorsque vous vous réveillez le matin, avant de vous lever. Écoutez ce battement de cœur, c'est le même que celui qui fait battre les bourgeons dans les arbres. Et ça nous fait entrer dans la journée d'une manière différente. Et ça continue avec donc ces aspects sur les propriétés du bois. Et le dernier chapitre, l'avant-dernier, c'est les messages subtils. C'est donc les arbres qui sont en pulsation avec aussi avec le géomagnétisme, avec les pulsations de la Terre, les arbres qui sont précurseurs ou bien signaux précurseurs de tremblements de terre. Donc l'arbre est en communication avec l'astronomie, mais aussi en communication avec la Terre dans laquelle il est enraciné. Il perçoit les pulsations de la Terre, les tremblements de terre bien à l'avance, comme les animaux. Et finalement, un chapitre important, c'est qu'il y a aussi affaire avec les arbres et l'invisible.
c'est l'apport des arbres dans notre manière de travailler avec la terre, les systèmes agroforestiers, les jardins vergers, les jardins, les forêts fruitières. Tout ça, c'est une approche qui fait entrer les arbres dans le travail de la terre et qui donne une dimension supérieure à notre travail de la terre. C'est autre chose d'avoir des champs qui sont à dimension humaine ou bien plus petites que l'homme, que d'avoir des champs et des systèmes de culture où les arbres, avec ces dimensions cosmiques et ces dimensions terrestres, mais terrestres telluriques, agissent. D'avoir ces organismes en main, de manipuler ces organismes, je pense que là on a quelque chose de ces forces qui se communiquent à nous. Et quelque chose de cette santé fondamentale, cette vitalité brute qu'un arbre porte en lui. Je pense qu'elle est profitable à l'homme qui s'intéresse à l'arbre et qui fait appel à l'arbre. Et c'est le message final de cet arbre, utiliser les arbres pour régénérer la terre. Et c'est très concret, le réchauffement climatique peut être atténué et éventuellement, si on y va vraiment sérieusement, peut être compensé par la remise en route de systèmes forestiers, de systèmes agroforestiers, de replantation de forêts, de recréation de dynamiques forestières. On commence par planter, mais ensuite on laisse se remettre une dynamique forestière en route. Ces problèmes actuels peuvent être vraiment résolus ou atténués grâce aux arbres, et avec un surplus de santé pour l'être humain, et surtout pour les jeunes générations, les faire travailler avec les arbres. Je pense que c'est un très grand cadeau qu'on peut leur faire. Voilà, c'est toutes des choses invisibles, c'est l'apport des arbres pour notre santé, on peut l'expérimenter, mais maintenant parfois le démontrer, l'analyser, mais en tout cas le vivre. J'aimerais encore dire une chose très importante, c'est que ces recherches, c'est jamais le fait d'un individu propre, d'une personne individuelle, c'est toujours prendre en compte de tout ce qu'on savait. Maintenant, une des entrées intéressantes, ou bien spéciales de ce livre, c'est de tenir compte non seulement de la recherche en tant que telle, mais de ce que les non-chercheurs, les non-scientifiques ont dit de la nature, qu'ils avaient compris de la nature, et de prendre ceci en compte, les savoirs traditionnels ancestraux, et les faire passer par l'outil scientifique, et de montrer à quel point ces savoirs ont aussi une justification et sont porteurs de solutions pour nos problèmes actuels que notre vie moderne a créés maintenant. Donc on est redevable à ces porteurs de savoirs traditionnels. Il faut être reconnaissant de ceux qui ont, malgré tout, qui ont continué de pratiquer ces traditions. On est redevable face à eux, mais aussi redevable face à tous les scientifiques qui ont été un peu en marge du mainstream, et à ceux qui ont eu le courage de dire non, là il y a quelque chose d'important, qu'il faut aussi laisser entrer dans la démarche scientifique. Et une des personnes très importantes dans le monde scientifique français, c'est Francis Allais, très grand connaisseur des forêts tropicales et un chercheur qui a développé beaucoup de nouveaux concepts pour comprendre les arbres dans toute leur diversité, leur architecture. Francis Allais est très important pour avoir mis en contact des chercheurs où il soupçonnait qu'il y avait des pistes pour un renouveau de la science, une science qui se libère un peu d'un carcan réductionniste. Et cette recherche a vraiment beaucoup profité de ces gens qui ont réussi à se mettre en réseau. Et je suis très reconnaissant à Francis Allais de nous avoir mis en réseau avec d'autres chercheurs, et maintenant d'avoir écrit la préface à ce livre, et avec toute la mise en lumière de ce que signifie de faire de la recherche sur les effets lunaires sur les plantes. Ce que j'ai vécu personnellement, tout ça a réussi et peut se développer grâce à une mise en réseau et une entraide entre personnalités. Il y a d'autres personnes qui ont aussi contribué à ce livre, qui ont beaucoup fait dans le domaine de l'agroforesterie,
et qui sont en train de provoquer ou bien de faciliter une forme de révolution au niveau de l'agriculture. Et là aussi, je suis très reconnaissant. Ce livre ne serait pas sorti chez Actes Sud sans tous ses collègues et amis du monde scientifique et agroforestier français. Super. Merci.